Benjamin Constant. Épisode 3. Le comte de P était absent. Les combats que j'avais livrés longtemps à mon propre caractère, l'impatience que j'éprouvais de n'avoir pu le surmonter, mon incertitude sur le succès de ma tentative, jetèrent dans ma lettre une agitation qui ressemblait fort à l'amour. Échauffé d'ailleurs que j'étais par mon propre style, je ressentais, en finissant d'écrire, un peu de la passion que j'avais cherché à exprimer avec toute la force possible. Éléonore vit dans ma lettre ce qu'il était naturel d'y voir, le transport passager d'un homme qui avait 10 ans de moins qu'elle, dont le cœur s'ouvrait à des sentiments qui lui étaient encore inconnus et qui méritaient plus de pitié que de colère. Elle me répondit avec bonté, me donna des conseils affectueux, m'offrit une amitié sincère, mais me déclara que jusqu'au retour du comte de P, elle ne pourrait me recevoir. Cette réponse me bouleversa. Mon imagination, s'irritant de l'obstacle, s'empara de toute mon existence. L'amour, qu'une heure auparavant je m'applaudissais de feindre, je crus tout à coup l'éprouver avec fureur. Je courus chez Éléonore. On me dit qu'elle était sortie. Je lui écrivis. Je la suppliai de m'accorder une dernière entrevue. Je lui peignis, en termes déchirants, mon désespoir, les projets funestes que m'inspirait sa cruelle détermination. Pendant une grande partie du jour, j'attendis vainement une réponse. Je ne calmais mon inexprimable souffrance qu'en me répétant que le lendemain, je braverais toutes les difficultés pour pénétrer jusqu'à Éléonore et pour lui parler. On m'apporta le soir quelques mots d'elle. Ils étaient doux. Je crus y remarquer une impression de regret et de tristesse. Mais elle persistait dans sa résolution, qu'elle m'annonçait comme inébranlable. Je me présentai de nouveau chez elle le lendemain. Elle était partie pour une campagne, dont ses gens ignoraient le nom. Ils n'avaient même aucun moyen de lui faire parvenir des lettres. Je restai longtemps immobile à sa porte, n'imaginant plus aucune chance de la retrouver. J'étais étonné moi-même de ce que je souffrais. Ma mémoire me retraçait les instants où je m'étais dit que je n'aspirais qu'à un succès, que ce n'était qu'une tentative à laquelle je renoncerais sans peine. Je ne concevais rien à la douleur violente, indomptable, qui déchirait mon cœur. Plusieurs jours se passèrent de la sorte. J'étais également incapable de distraction et d'étude. J'errais sans cesse devant la porte d'Éléonore. Je me promenais dans la ville comme si, au détour de chaque rue, j'avais pu espérer de la rencontrer. Un matin, dans une de ces courses sans but, qui servaient à remplacer mon agitation par de la fatigue, j'aperçus la voiture du comte de P, qui revenait de son voyage. Il me reconnut et mit pied à terre. Après quelques phrases banales, je lui parlai, en déguisant mon trouble, du départ subit d'Éléonore. « Oui, me dit-il, une de ses amies, à quelques lieues d'ici, a éprouvé je ne sais quel événement fâcheux qui a fait croire à Éléonore que ses consolations lui seraient utiles. Elle est partie sans me consulter. C'est une personne que tous ses sentiments dominent et dont l'âme toujours active trouve presque du repos dans le dévouement. Mais sa présence ici m'est trop nécessaire, je vais lui écrire. Elle reviendra sûrement dans quelques jours. » Cette assurance me calma. Je sentis ma douleur s'apaiser. Pour la première fois depuis le départ d'Éléonore, je pus respirer sans peine. Son retour fut moins prompt que ne l'espérait le comte de P. Mais j'avais repris ma vie habituelle. Et l'angoisse que j'avais éprouvée commençait à se dissiper. Lorsqu'au bout d'un mois, M. de P me fit avertir qu'Éléonore devait arriver le soir. Comme il mettait un grand prix à lui maintenir dans la société la place que son caractère méritait et dont sa situation semblait l'exclure, il avait invité à souper plusieurs femmes de ses parentes et de ses amis qui avaient consenti à voir Éléonore. Mes souvenirs reparurent, d'abord confus, bientôt plus vifs. Mon amour-propre s'y mêlait. J'étais embarrassé, humilié de rencontrer une femme qui m'avait traité comme un enfant. Il me semblait la voir, souriante à mon approche, de ce qu'une courte absence avait calmé l'effervescence d'une jeune tête, et je démêlais dans ce sourire une sorte de mépris pour moi. Par degrés, mes sentiments se réveillèrent. Je m'étais levé ce jour-là même, ne songeant plus à Éléonore,
1 heure après avoir reçu la nouvelle de son arrivée, son image errait devant mes yeux, régnait sur mon cœur, et j'avais la fièvre de la crainte de ne pas la voir. Je restai chez moi toute la journée. Je m'y tins, pour ainsi dire, caché. Je tremblais que le moindre mouvement ne prévînt notre rencontre. Rien pourtant n'était plus simple, plus certain, mais je la désirais avec tant d'ardeur qu'elle me paraissait impossible. L'impatience me dévorait. À tous les instants, je consultais ma montre. J'étais obligé d'ouvrir ma fenêtre pour respirer. Mon sang me brûlait en circulant dans mes veines. Enfin, j'entendis sonner l'heure à laquelle je devais me rendre chez le comte. Mon impatience se changea tout à coup en timidité. Je m'habillai lentement. Je ne me sentais plus pressé d'arriver. J'avais un tel effroi que mon attente ne fut déçue, un sentiment si vif de la douleur que je courais à risque d'éprouver, que j'aurais consenti volontiers à toute ajourner. Il était assez tard lorsque j'entrai chez Monsieur de P. J'aperçus Élénore assise au fond de la chambre. Je n'osais avancer. Il me semblait que tout le monde avait les yeux fixés sur moi. J'allais me cacher dans un coin du salon, derrière un groupe d'hommes qui causaient. De là, je contemplais Élénore. Elle me parut légèrement changée. Elle était plus pâle que de coutume. Le comte me découvrit dans l'espèce de retraite où je m'étais réfugié. Il vint à moi, me prit par la main et me conduisit vers Élénore. « Je vous présente, lui dit-il en riant, l'un des hommes que votre départ inattendu a le plus étonné. » Élénore parlait à une femme placée à côté d'elle. Lorsqu'elle me vit, ses paroles s'arrêtèrent sur ses lèvres. Elle demeura tout interdite. J'étais beaucoup moi-même. On pouvait nous entendre. J'adressais à Élénore des questions indifférentes. Nous reprîmes tous deux une apparence de calme. On annonça qu'on avait servi. J'offris à Élénore mon bras qu'elle ne put refuser. « Si vous ne me promettez pas, lui dis-je en la conduisant, de me recevoir demain chez vous à 11 heures. Je pars à l'instant. J'abandonne mon pays, ma famille et mon père. Je romps tous mes liens. J'abjure tous mes devoirs. Et je vais, n'importe où, finir au plus tôt une vie que vous vous plaisez à empoisonner. »« Adolphe ?» me répondit-elle, et elle hésitait. Je fis un mouvement pour m'éloigner. Je ne sais ce que mes traits exprimèrent, mais je n'avais jamais éprouvé de contraction si violente. Élénore me regarda. Une terreur mêlée d'affection se peignit sur sa figure. « Je vous recevrai demain, me dit-elle. Mais je vous conjure. » Beaucoup de personnes nous suivaient. Elle ne put achever sa phrase. Je pressai sa main de mon bras. Nous nous mîmes à table. J'aurais voulu m'asseoir à côté d'Élénore, mais le maître de la maison l'avait autrement décidé. Je fus placé à peu près vis-à-vis d'elle. Au commencement du souper, elle était rêveuse. Quand on lui adressait la parole, elle répondait avec douceur, mais elle retombait bientôt dans la distraction. Une de ses amies, frappée de son silence et de son abattement, lui demanda si elle était malade. « Je n'ai pas été bien dans ces derniers temps, répondit-elle, et même à présent, je suis fort ébranlée. » J'aspirais à produire dans l'esprit d'Élénore une impression agréable. Je voulais, en me montrant aimable et spirituelle, la disposer en ma faveur et la préparer à l'entrevue qu'elle m'avait accordée. J'essayais donc de 1000 manières de fixer son attention. Je ramenais la conversation sur des sujets que je savais l'intéresser. Nos voisins s'y mêlèrent. J'étais inspiré par sa présence. Je parvins à me faire écouter d'elle. Je la vis bientôt sourire. J'en ressentis une telle joie. Mes regards exprimèrent tant de reconnaissance qu'elle ne put s'empêcher d'en être touchée. Sa tristesse et sa distraction se dissipèrent. Elle ne résista plus au charme secret que répandait dans son âme la vue du bonheur que je lui devais. Et quand nous sortîmes de table, nos cœurs étaient d'intelligence comme si nous n'avions jamais été séparés. « Vous voyez, lui dis-je, en lui donnant la main pour rentrer dans le salon, que vous disposez de toute mon existence. Que vous ai-je fait pour que vous trouviez du plaisir à la tourmenter ?